Les gars, des choses énormes sont en train de se dérouler et de se préparer pour le Bitcoin. On approche actuellement de ce qui est généralement le trimestre le plus bullish pour le Bitcoin. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous montre si je pense ou non que ça va être le cas et je vais bien sûr soutenir tout ceci avec différents graphiques. Est-ce que je pense que le trimestre 4 qu'on est sur le point d'atteindre va être aussi haussier que le trimestre précédent, le quatrième trimestre qu'on a connu au cours de l'histoire du Bitcoin? Eh bien, on a un tas de graphiques différents qui nous peignent une image bien claire pour savoir si ce sera le cas ou non. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin, je vais vous donner mon avis honnête sur ce qui, je pense, risque de se passer pour le Bitcoin prochainement. Et comme je vous disais, on a vraiment beaucoup de points de données clés à comparer, à prendre en compte ici en ce qui concerne la façon dont le Bitcoin ainsi que les altcoins risquent de se comporter au cours des quelques prochains mois. Alors vous devez vous y préparer dès maintenant, pas en décembre, pas en novembre, ça ce sera trop tard. Vous devez avoir les infos dès maintenant pour établir votre stratégie. Alors les gars, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, commençons directement avec le Bitcoin sur un intervalle plus court. Alors sur l'intervalle journalier déjà, eh bien vous pouvez voir très clairement ici, on a eu une chute malheureusement. On a clôturé une chandelle rouge en dessous de la boîte orange. Pour le coup, les bulls sont intervenus juste ici. Vous pouvez voir qu'au moins c'était un petit peu convaincant. On nous a, on a vu une belle remontée jusqu'aux 59 000 $ à nouveau. Mais maintenant, il semblerait qu'on recommence encore une fois à chuter. Sur l'intervalle de 4 heures, vous pouvez voir qu'on a également clôturé une chandelle rouge, juste ici. Sur l'intervalle de 4 heures, pour le coup, un petit peu en dessous de la boîte orange, puis les bulls sont intervenus et on a eu un rebond une fois encore. Pour le coup, vous savez que ça fait un petit moment maintenant que je commence à vous dire que le Bitcoin semble de plus en plus faible sur les intervalles plus courts. Si vous dézoomez, vous pouvez voir qu'on a quelques mèches. Pour le coup, on a eu des gros rebonds à partir des mèches. Et puis, de fil en aiguille, on a eu une autre chandelle qui était encore plus proche du bord de la boîte orange ici. Et à chaque fois, en fait, même si on a eu un rebond, ce n'était jamais aussi fort que le précédent. Ici, on commence à s'essouffler un petit peu. Donc finalement, on a une chandelle qui a clôturé à nouveau juste en dessous de la boîte orange ici, ce qui est vraiment un mauvais signe. Et puis une mèche qui nous amenait encore plus bas que les mèches précédentes. En fait, la tendance est clairement à la baisse. Même à l'intérieur, pour le coup, vous pouvez voir qu'on a une clôture en dessous de la boîte orange hier. Finalement, plutôt il y a 2 jours, on a eu une chandelle rouge qui a clôturé en dessous de la boîte orange que vous avez juste ici. Tout ça pour dire que sur l'intervalle plus court, le Bitcoin ne semble pas en super forme en ce moment. Encore une fois, on ne se le cache pas. Bien sûr, on le sait, la plupart des personnes s'attendent à ce que septembre soit un mois bearish pour le Bitcoin. Mais en réalité, pour le coup, ça n'apporte pas trop pour ma stratégie, elle reste la même. Si on descend un petit peu plus bas, si jamais on devait perdre ceci, pour le coup, je pense toujours que cette boîte orange va être un support solide sur un intervalle, par exemple, comme le journalier, même si effectivement on avait une chandelle se clôturer en dessous, mais je pense toujours que ça risque d'être un support assez solide. Alors si jamais on finissait par le perdre, alors on aura le prochain niveau de support à 55, et puis les 51 de ce côté, et c'est aussi à ce point que je compte accumuler davantage et ajouter plus d'argent sur mon trade. Donc vraiment, sur l'intervalle journalier également, vous pouvez voir qu'on est toujours en dessous de cette ligne de tendance clé ici. C'est vraiment une ligne de tendance déterminante. Si vous regardez les marchés traditionnels, pour le coup, eux sont toujours en forme, donc ce n'est pas vraiment corrélé. Et pour le coup, il faut que je parcours quelques graphes ici un peu plus rapidement, parce que le truc, c'est qu'on n'a pas grand-chose à se dire par rapport à ce qui s'est déroulé au cours de ces quelques derniers jours. Cependant, lorsqu'il s'agit de quelques graphiques on-chain, là, c'est différent. C'est vraiment là qui, selon moi, mérite notre attention. En fait, c'est pourquoi actuellement, par exemple, on a la dominance du Bitcoin qui semble également forte et à mesure en train de se renforcer. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes d'ailleurs, il semblerait que la dominance du Bitcoin souhaite monter encore un petit peu plus haut que ça avant de finalement s'affaiblir. Vous pouvez voir qu'on est en train de se consolider sur un sommet local, ce qui généralement signifie qu'on devrait avoir une nouvelle étape à la hausse pour la dominance du Bitcoin, ce qui signifie encore une fois que le Bitcoin va très probablement continuer à surperformer par rapport au reste du marché. Maintenant encore une fois attention, je dis pas que tous les altcoins vont se faire dégommer, il y aura toujours des exceptions, mais en termes de marché en général, le Bitcoin semble vouloir avoir de meilleures performances que le marché des altcoins. Ok, maintenant laissez-moi vous présenter quelques graphiques que j'ai jugés vraiment importants et intéressants. Ici vous avez un graphe du multiple de Puell du Bitcoin. Alors le multiple de Puell, c'est calculé en divisant la valeur d'émission quotidienne de Bitcoin en USD par 365, soit la moyenne mobile annuelle en fait de la valeur d'émission journalière. Essentiellement, cette mesure examine l'offre, de l'économie de Bitcoin, les mineurs de Bitcoin, les revenus, etc. Mais voilà. Alors, ça, c'est les données qui se cachent un peu derrière, mais ce qui nous intéresse, ce que vous pouvez voir en fait, c'est qu'on est passé de 0,8 sur ce ratio ici, pour actuellement passer entre 0,8 et 0,6. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, vous pouvez voir que à chaque fois qu'on descend à l'indice de 0,6, c'est généralement un point extrêmement intéressant, encore une fois dans le multiple de Puell, ainsi que le prix du Bitcoin, parce que
des fois, vous avez un gros rebond à partir de l'indice de 0,6. Vous pouvez voir par exemple que ça s'est produit juste ici. Boum, encore une fois, le Bitcoin a explosé. Encore une fois, c'est le graphique en blanc ici. La ligne blanche, c'est le prix du Bitcoin. Et vous pouvez voir que ça s'est produit à une autre reprise ici. Même aussi, pour le coup, on a une petite mèche descendante. Mais encore une fois, ici, le prix du Bitcoin a augmenté directement après ça. Et actuellement, on se trouve à ce niveau. Alors, que se passe-t-il si, par contre, cette fois, eh bien, on tombe en dessous du niveau de 0,6 ? Eh bien, j'aurais envie de dire qu'il ne se passe rien de bien désastreux, honnêtement. Ce qui se passe généralement, c'est que ça nous donne juste une bonne zone pour DCA, en fait. Ce que ça fait, c'est juste que si jamais on perd ce niveau, généralement, ça a tendance à être la meilleure opportunité de faire du DCA, en fait, du dollar cost averaging, et d'accumuler plus de Bitcoin, d'accumuler une position. Vous pouvez voir qu'on a perdu juste ici, on est passé, jusque 0,4, en fait. Alors oui, c'est sûr, le prix du Bitcoin a chuté, cependant, regardez ce qui s'est passé après ça. Le prix du Bitcoin a connu un énorme rallye. Même chose juste ici, là pour le coup c'était le bottom absolu, donc si jamais on perd à nouveau eh bien ce fameux niveau des 0,6 et qu'on descend encore plus bas, ce graphique nous suggère que généralement ce sera simplement une bonne opportunité d'achat pour accumuler une nouvelle position en attendant l'explosion. Tant que vous pouvez bien sûr la conserver pour un avenir proche, ce sera rentable. Vous pouvez voir qu'ici on a également tombé en dessous, là c'était également une bonne opportunité d'achat pour accumuler une position. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est une situation gagnant-gagnant selon moi. Soit on a un rebond à partir du niveau de 0,6, donc si on a un rebond à partir de ce point, généralement le prix du Bitcoin forcément remonte, et même si on descend en dessous de ce point, qui encore une fois je le répète est souvent un gros support, eh bien vous savez que ça a tendance à généralement nous conduire à une bonne phase d'accumulation qui nous donne simplement une poussée encore plus explosive par la suite. Ok, ceci dit, un autre truc que j'aimerais vous montrer, c'est également le ratio Sharpe pour les Bitcoins. Alors pour le coup, qu'est-ce que c'est que ça ? Le ratio Sharpe, ça compare le rendement d'un investissement à son risque, grosso modo. Alors pour le coup, vous avez la formule exacte juste ici, si ça vous intéresse, mais je pense que ce sera plus facile de, s'en contenir à ça. Mais voilà, le ratio Sharpe, ça compare le rendement de l'investissement par rapport au risque qu'il représente, donc le rendement anticipé en quelque sorte. Alors, voyons maintenant à quoi ressemble ce fameux ratio Sharpe pour les bitcoins. Eh bien, ce que vous pouvez constater, c'est que actuellement, on est au même niveau que ce qu'on pouvait constater aux alentours de septembre 2023. Vous pouvez voir qu'on est là juste ici, là vous avez septembre, et eh bien, vous pouvez voir que lorsqu'on était à ce point, on est descendu encore plus bas. À partir de ce point, une fois encore, on a eu un gros rebond pour le bitcoin. Ici, pour le coup, c'est sur un intervalle plus long en plus, ça se produit de mois à mois. Alors, encore une fois, est-ce qu'on risque de voir la même chose que ce à quoi on a pu assister ici ? Eh bien, encore une fois, le temps nous le dira évidemment. Mais une chose que j'aimerais souligner, c'est que si vous regardez par exemple 2022, on est descendu ici sur le ratio Sharpe, et là pour le coup on était relativement au même point. Vous pouvez voir qu'on a eu un petit rebond de ce côté, cependant on a commencé à descendre encore plus bas pour les bitcoins. Voilà. Encore une fois, c'est juste, on va dire à des fins indicationnelles, c'est pas précis à 100%, je dirais simplement qu'on pourrait potentiellement rebondir à partir de ce point, simplement parce qu'on l'a fait la dernière fois, mais encore une fois, l'essentiel pour moi, c'est souligner qu'on a effectivement rebondi à partir de ceci la dernière fois, que ça pourrait potentiellement, encore une fois, aucune certitude, mais ça pourrait se produire. Alors, quelques autres choses importantes à noter pour le coup, c'est qu'au 4e trimestre, il y a plein de choses qui arrivent. La Fed réduit les taux, bien sûr. On a les élections américaines qui vont avoir lieu, ça je pense que c'est l'élément principal. Alors pourquoi est-ce que je continue à cliquer sur... Voilà. Le 4e trimestre, on a la saisonnalité haussière, on a FTX, le remboursement des créanciers, et oui, ça pour le coup, c'est ennuyeux, on va pas se mentir, ce truc-là, et voilà, il vient juste de mettre tout ceci en œuvre, je suis presque sûr. Bon, est-ce qu'on a autre chose ? Oui, évidemment, on a d'autres choses. Bon, pour le coup, on va commencer par les élections américaines, ça c'est le plus important. Et pour commencer ici, on a Donald Trump qui commence à reprendre la tête, 51%, c'est une nouvelle bullish. Maintenant, aussi, on a FTX qui va restituer 16 milliards de dollars en stablecoins et même en fiat aux créanciers à partir du 4e trimestre. Une grande partie de cet argent va probablement se retrouver sur le marché des crypto-monnaies et revenir en termes d'achat pour le Bitcoin et les altcoins. Le 4e trimestre, pour le coup, ça s'annonce déjà pas mal bullish. Et si on considère que le 4e trimestre en lui-même, sans tous ces facteurs, c'est généralement le trimestre le plus haussier pour les bitcoins de toute façon, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, oui, septembre, c'est généralement un très mauvais mois, c'est pourquoi je vous dis, il faut qu'on se prépare maintenant. Si septembre est bearish, si jamais on descendait plus bas que ceci, alors ça pourrait, une fois encore, être l'occasion en or pour vous préparer pour le 4e trimestre avec tout ce qui va se dérouler dans les nouvelles bullish. Est-ce qu'on a autre chose ? Oui. L'or aussi se porte super bien de son côté. En fait, si vous regardez le Bitcoin... non, pardon. Forcément, l'or numérique. Mais le vrai or, pour le coup, le prix de l'or, il n'a pas cessé de monter. Alors pourquoi ? Eh bien,
Maintenant, il est révélé que les achats nets mondiaux par les banques centrales atteignent 483 tonnes au premier semestre de 2024, ce qui est d'ailleurs un record absolu, c'est 5% de plus que le record précédent de 460 tonnes au premier semestre de 2023. Donc les gouvernements achètent de l'or comme des dingues. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Là, pour le coup, il ne s'agit que du premier trimestre, pour le coup. Alors, si vous regardez ce que le prix du Bitcoin a fait le premier trimestre, alors en gros, le premier semestre, pardon, ça va jusqu'au 1er juillet, si je dis pas de bêtises, et c'est grosso modo là où on se trouve. Alors pour le coup, le prix de l'or a énormément augmenté depuis lors, encore une fois, c'est une surprise pour personne, il a augmenté de 8% depuis que ces données ont été prises en compte, c'est vraiment énorme pour un actif aussi vieux, et on va dire avec un gros market cap, ça représente les 6 premiers mois de l'année, et maintenant, vous pouvez voir que l'or a encore augmenté au début des 6 derniers mois de l'année, ce qui a dit que les gouvernements, probablement, achetaient encore plus d'or ici, peut-être vont le faire encore davantage à l'avenir. Alors, pourquoi est-ce que c'est pertinent? Pourquoi est-ce qu'on veut savoir ça? Parce que je pense que ce n'est qu'une question de temps et que le gouvernement ne commence également à acheter du Bitcoin qui est l'or numérique, qui, à mon avis, est bien meilleur que l'or physique. Voilà, selon moi, ça risque d'être le cas. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez avec ces infos, mais pour moi, tout va bien. C'est une autre raison pour laquelle être bullish au sujet du Bitcoin. Ok, continuons. Pour le coup, j'ai un autre truc important que j'aimerais vous montrer juste ici, parce qu'on sait que la Fed va réduire les taux d'intérêt. Ok? Alors pour le coup, il y a une différence entre réduire les taux d'intérêt en cas, on va dire, de choc déflationniste. Donc fondamentalement, lorsque vous avez une crise, vous pouvez réduire les taux d'intérêt pour, voilà, en quelque sorte, on va dire, renflouer l'économie. Ou alors, vous pouvez progressivement abaisser les taux d'intérêt à la place. Dans ce cas-là, vous pouvez en fait réduire progressivement les taux d'intérêt au fil du temps pour les rendre, disons, plus durables. En fait, c'est moins une situation d'urgence, c'est plus pour une économie pérenne, ce qui conduit, bien entendu, à des meilleurs rendements. Si vous pouvez voir les rendements ici, en fait, chaque fois qu'on a réduit les taux en temps de crise, lorsqu'ils ont diminué ici, vous pouvez voir, oui, le S&P 500 qui est en bleu pour le coup, et vous avez les taux d'intérêt en bleu foncé ou noir, juste ici. Et bien vous pouvez voir qu'ils ont commencé à réduire ici, là c'était une crise, on a commencé à réduire ici par exemple dans les années 80, les rendements ont chuté parce qu'on a commencé à réduire durant une crise. Ici, bon pour le coup ce n'était pas nécessairement une crise en 85, et on a eu de bons rendements pour le coup au cours des années 90, juste après ça, on a eu des baisses progressives, et c'était beaucoup plus smooth, en fait on a eu une baisse linéaire des taux d'intérêt, pas en temps de crise. Ici pour le coup, quelques petites baisses, gros rendement, petite baisse, gros rendement ici au cours des années 2000, bien entendu, la bulle des dot-com, vous connaissez, bon grosse crise après ça bien sûr, les taux d'intérêt ont chuté parce qu'ils étaient en période de crise, et puis qu'est-ce qui est arrivé, bien sûr, 2008 et 2009, je pense que vous connaissez la chanson. Donc voilà, ils ont commencé à réduire les taux d'intérêt ici extrêmement agressivement, pourtant les rendements ont chuté parce que, encore une fois, il s'agissait d'une crise. La seule chose qui ressort peut-être de tout ceci, c'est la suivante. En 2020, est-ce qu'il s'agissait d'une crise? Est-ce qu'il ne s'agissait pas d'une crise? Bon, je suppose que ça vous pourrez décider vous-même, ça dépend vraiment de comment vous voyez ça, mais ici on commence à réduire les taux d'intérêt et on a encore de bons rendements. Alors, est-ce qu'il s'agissait d'une crise ou non? Bah, encore une fois, oui, je suppose que ça dépend un petit peu de comment vous voyez l'économie mondiale dans ce cas-là, mais voilà. Dans l'ensemble, ça semble également être assez prometteur. Tout semble assez prometteur, même si on va peut-être passer par une phase un peu inquiétante, un peu ennuyante. Voilà. Perso, je continue à maintenir mes positions. Ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.